Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir ici dans notre studio Guillaume Rossignol. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors c'est la première fois que je vous accueille ici dans notre studio, je le dis. Vous êtes le directeur du JRS, c'est-à-dire le service jésuite des réfugiés. Alors pouvez-vous nous présenter en 2 ou 3 phrases d'abord ce qu'est le JRS? Alors, le service jésuite des réfugiés, c'est une organisation internationale qui est présente dans une soixantaine de pays dans le monde, qui a été créée en 1980 par Pedro Arrupe, qui était le supérieur général des jésuites à l'époque. Mhm. Et son action aujourd'hui, c'est d'accompagner, de servir et de défendre les personnes déplacées de force. En France, JRS est présent depuis une quinzaine d'années et accompagne des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur parcours en France avec une activité d'hébergement citoyen, des familles qui accueillent partout sur le territoire des demandeurs d'asile sans solution d'hébergement, et puis toute une série d'actions aussi de compagnonnage pour les aider à s'intégrer, trouver leur place dans la société française. Voilà. J'aurais peut-être dû préciser, vous êtes le directeur du JRS France, parce que le JRS est Exactement. quand même une institution globale, donc il y a plusieurs JRS à travers le monde. Et si je vous ai invité, et merci d'avoir accepté cette invitation, c'est parce que, en partenariat avec le JRS, les facultés Loyola Paris euh, organiseront un cours. Voilà, un cours se tiendra, aura lieu ici du 12 mars au 16 avril, sur le thème justement de l'exil. Le titre, plus précisément, sera Ils ont marché jusqu'à nous, réflexion croisée sur la migration. C'est un cours que vous dispenserez avec Grégoire Kata, qui est un jésuite de la maison que nous connaissons, que nous avons déjà accueilli ici au podcast. C'est un cours, bien sûr, dont le thème aura pour centre la question des migrations, mais j'ai voulu aborder un peu ces questions pour préparer ce cours, pas pour le préparer, mais comme le thème est important, en particulier dans la société aujourd'hui, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, quelques éléments intéressants à savoir, peut-être pour ceux qui aimeraient participer au cours, ceux qui ne pourront pas y être, mais qui aimeraient en savoir davantage. Alors, premièrement, la première question qui me vient à l'esprit, comme ça immédiatement, c'est pourquoi, en fait, selon vous, la question migratoire est-elle devenue aujourd'hui un sujet aussi sensible et polarisant surtout dans le débat public? C'est une bonne question. En effet, il y a deux termes dans ce que vous dites. Il y a sujet sensible et puis polarisant. Sujet sensible, je pense que la première chose dont on peut se rappeler, c'est que la question de la migration, c'est d'abord essentiellement une question qui est une affaire de mouvement. Ça paraît évident, mais la personne qui migre, par définition, elle se déplace avec une histoire qui la précède, avec son histoire, avec sa culture, euh, qui précède notre rencontre, avec ce qu'elle aura construit en chemin. Et ce déplacement, évidemment, il nous déplace aussi. Qui dit déplacement dit inconfort d'une certaine manière, peut dire incertitude, questionnement, frottement, remise en question. Et puis le déplacement dans la migration, c'est aussi une affaire, elle met en jeu des attentes, elle met en jeu des rêves, elle met en jeu des représentations. Et ça, c'est évidemment extrêmement sensible. Mais surtout, le côté sensible, il tient, à mon sens, au fait qu'elle nous met en face de l'étranger. Euh, la migration, elle nous renvoie à notre altérité dans un monde qui est très très bousculé aujourd'hui de mille manières et où il y a un manque de repères et de boussoles qui sont noyés un peu dans un brouhaha. La question de l'identité individuelle, qui suis-je, ou même notre identité collective, qui sommes-nous en tant que groupe, en tant que société, etc. Ces questions-là sont centrales, elles sont existentielles. Et évidemment, la venue de l'autre différent, ou l'accueil de l'autre différent de moi, est une source de questionnement et très sensible. Ça, c'est pour le côté, je dirais, sensible. Sensible. Sur le côté complexité, sur le côté, Polarisant. polarisation, je crois que la première raison tient à la complexité du sujet. La question migratoire, c'est un sujet éminemment complexe. À la fois dans son rapport au temps, des migrations, il y en a eu de tout temps dans l'histoire de l'humanité, dans son rapport
à l'espace. La migration, elle concerne tous les continents. Et puis la migration, elle est très multicausale. C'est difficile de dire de manière monolithique pourquoi une personne migre. Elle migre pour des raisons économiques, climatiques, pour des raisons démographiques, pour des raisons de conflits, géopolitiques, etc., etc. Et souvent, elles sont très entremêlées. Et du coup, cette complexité-là, je crois, dans la société d'aujourd'hui, elle est difficile à appréhender et à accepter. Et du coup, il y a toujours un peu une tentation, quand on doit aborder des questions complexes, de vouloir les simplifier. Il y a plein de questions qui se posent dans la migration qui sont extrêmement légitimes. Voilà, ça crée une forme de désordre au sens où ça remet en cause un ordre établi qui n'était pas le même quand la personne qui arrive n'était pas là. Et du coup, il y a des tas de questions qui se posent de comment on intègre, d'ordre social, etc. Et souvent, on a tendance, pour avoir une réponse simple, rapide et efficace, à être dans le simplisme. Et qui dit simplisme dit, à mon sens, très vite polarisation. J'aime bien cette phrase, cette réflexion de Pierre Rosanvallon qui dit que la visée est simpliste quand elle est binaire et qu'elle est polarisante. Donc c'est exactement ça. Et lui, il évoque, pour répondre à ça, la nécessité, comme il dit, de désimplifier les sujets, de les compliquer de façon positive pour comprendre toute la profondeur des sujets. Je crois que c'est extrêmement adapté à la question migratoire. Quand un sujet est complexe, il a plusieurs portes et il a plusieurs clés. Et ça nous fait sortir d'une vision, je dirais, manichéenne. Et c'est typiquement le cas sur la question migratoire. Je trouve très beau ce que vous dites, mais pour les complexifier, ces sujets, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par exemple, montrer un peu, vous avez parlé des causes, il n'y a pas une cause pour lesquelles tous les migrants, même d'un même pays, des personnes peuvent venir d'un même pays, mais pour des raisons totalement différentes. Donc, faudrait-il peut-être montrer ce qu'il y a derrière Alors c'est aussi un peu l'enjeu de notre cours, hein, c'est de travailler cette odyssée humaine qui est la migration. Je reprends là le titre d'une très belle exposition qui avait eu lieu l'année dernière au Muséum d'Histoire Naturelle et qui montrait de manière pluridisciplinaire les enjeux de la migration. Et c'est pour ça qu'on a intitulé notre cours aussi Réflexion croisée. C'est que on ne peut pas se contenter de l'aborder à partir simplement d'une matière, en fait. Et le cours, il est construit dans ce dialogue-là aussi. Malheureusement, dans le champ politique aujourd'hui, il y a une vraie tendance à, quelque part, dépolitiser la question migratoire, c'est-à-dire ne plus en faire une affaire de dialogue et de débat, mais plutôt de manipulation ou d'instrumentalisation qui simplifie énormément. Donc les questions qui sont posées sont souvent les bonnes, mais la manière d'y répondre est souvent, ne fait pas droit à cette complexité-là. Oui. Alors, pour revenir justement sur la question de la simplification et de la complexité, parce que très souvent, bien sûr, la question migratoire, elle est polarisante, mais souvent aussi dans le débat public, encore une fois, l'étranger est présenté tantôt comme une menace, tantôt comme une solution aux maux de la société. Donc, il est soit tout noir, soit tout blanc, il faut trancher, il faut choisir. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité, enfin quelque chose qui puisse permettre de sortir de cette opposition vraiment simplificatrice? Au-delà de la question de la complexité dont on vient de parler, il me semble qu'une piste possible, ça serait de sortir d'approcher la question migratoire autrement, en n'oubliant pas ou en commençant par dire que la migration, c'est d'abord une affaire de personnes. C'est pas d'abord des chiffres, des flux, des phénomènes, des menaces ou des solutions, mais c'est d'abord des personnes humaines qui migrent. Le plus souvent, d'ailleurs, à la recherche d'une vie meilleure. Une manière de sortir de cette opposition menace-solution, ou eux et nous, ou les bons et les mauvais, c'est de déplacer un peu, je dirais, son regard, et même certainement son cœur aussi, C'est vrai. et de cesser d'appréhender en fait la personne migrante d'abord ou exclusivement comme du bien ou du mal, une menace ou une solution, mais d'abord comme une personne. Alors on peut objecter que c'est une vision un peu naïve et utopique, et que quand on mène des politiques publiques ou qu'on recherche collectivement des solutions à des problèmes, on ne peut pas raisonner qu'à l'échelle de l'individu et qu'on est obligé aussi de parler de ces sujets de menaces et de solutions. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition. On peut tout à fait remettre la personne humaine au centre sans exclure une réflexion à la fois rigoureuse et exigeante. Simplement, on change la logique et on change le point de départ. Voilà. Derrière des termes comme menace ou solution, il y a toujours un peu la tentation
de globaliser ou d'essentialiser les personnes. On va parler des migrants, on va parler d'un groupe homogène, d'une menace homogène ou d'une opportunité homogène, comme si tous les migrants étaient les mêmes. Et en fait, je crois qu'il y a un enjeu à trouver un équilibre subtil entre la nécessité évidente de mener des politiques publiques qui voilà, adressent des difficultés, prennent en compte des opportunités, ordonnent, organisent, sont soucieuses de l'égalité de chacun, et en même temps, dans le respect de la singularité de chacun. C'est-à-dire, au fond, de faire primer le réel à l'idéologie, quelque part. Pour ça, je pense que, au-delà de parler de personnes, de les remettre au centre, il y a un enjeu d'écouter la voix des personnes. C'est-à-dire, on traite beaucoup la question migratoire par des représentations, en se mettant un peu à la place des autres ou sans forcément écouter. Et je crois qu'il y a un grand enjeu aujourd'hui dans notre société, quand on veut traiter ce sujet, à la fois de laisser résonner la voix des personnes exilées. Ça sera un des thèmes d'un des cours et un échange qu'on aura avec Grégoire Catta et les personnes qui assisteront à ce cours. Écouter la voix des personnes exilées, écouter aussi la voix de la société d'accueil, ce qu'elle dit, ce qu'elle crie parfois aussi, et entrer dans un dialogue. Voilà, non plus polarisé, mais entrer dans un dialogue constructif. Moi, je crois beaucoup que la vérité est symphonique, Oui. et sur le sujet migratoire, on ne peut pas prétendre atteindre cette vérité sans écouter les parties prenantes, à la fois les personnes exilées, et vraiment faire résonner leur voix, et celles et ceux qui les accompagnent, celles et ceux qui les accueillent, et celles et ceux aussi qui en ont peur. Je trouve très beau, encore une fois, ce que vous dites, notamment la question des chiffres. J'ai beaucoup apprécié la question des chiffres très souvent. Il y a cette anecdote, je ne sais pas si elle est réelle, mais Staline qui aurait dit un homme mort, c'est une tragédie, 1 000 hommes morts, c'est juste une statistique, parce que justement, souvent, la question des migrants la traite avec des chiffres. On pense juste à des chiffres. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure complètement la question des chiffres qui nous aident à comprendre aussi le réel, etc. Simplement, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de nos décisions et de nos réflexions. Elles sont très importantes, les statistiques, les chiffres, les analyses, mais à condition qu'on n'oublie pas que derrière, il y a des personnes humaines, individuelles, singulières, avec leur vie et leur histoire. Et c'est vraiment ce travail de relier les deux qui me semble essentiel et important et qu'on essaye de travailler et de dialoguer dans ce cours. Alors j'aimerais maintenant revenir sur la dimension un peu religieuse, si je peux me le permettre, parce que le JRS, le service jésuite des réfugiés, il y a quand même jésuite, donc il y a quand même, j'imagine, vous me contredirez peut-être, mais une dimension peut-être biblique, théologique ou religieuse dans l'accueil fait réservé aux migrants dans les réflexions. Que peuvent alors apporter la Bible et la doctrine sociale de l'Église pour éclairer autrement la question des migrations? Alors, juste pour reprendre sur JRS, en effet, il y a vraiment une inspiration chrétienne, puisque ça a été fondé par les jésuites. J'ajouterais aussi que c'est vécu dans une dimension très universelle et avec une grande ouverture à la diversité et au respect de chacune et chacun. À JRS, il y a beaucoup de personnes situées différemment dans leur engagement. Les personnes qu'on accueille ont une autre religion que la nôtre, bien souvent, ou pas de religion. De la même manière, les acteurs et actrices de JRS sont situés très différemment sur cette question. Et c'est toute la richesse, je crois, et on peut se féliciter qu'il y ait des lieux ou des espaces aujourd'hui où on peut vivre cette diversité-là. Pour revenir à votre question sur la Bible et la doctrine sociale de l'Église, il me semble que c'est une très grande richesse voilà, d'avoir pu faire cours avec Grégoire Catta et puis d'avoir pris la suite de Jean-Marie Carrière qui donnait précédemment ce cours et qui est bibliste. Oui. En fait, à leur côté, j'ai découvert des trésors sur la question de la Bible. Pour commencer, il faut se rappeler que la Bible, c'est d'abord une longue histoire de migration. C'est l'histoire du peuple élu, le peuple d'Israël, qui va habiter la terre promise, qui essaye d'habiter cette terre, qui en est chassé, qui revient. C'est toute une histoire sur le plan humain, d'abord, de guerre, de déplacement, de retour d'exil, de temps de paix, de rapport avec son voisinage. Et on y trouve énormément de passages qui illustrent ça de manière très concrète, très humaine, avec des questions qui touchent les mêmes questions que celles que nous avons à aborder aujourd'hui. On trouve dans de multiples textes de la Bible des questions sur l'accueil de l'étranger, sur la religion de l'étranger, le mariage avec l'étranger, la succession, la culture, etc. En somme, l'histoire d'un peuple voilà, qui habite une terre qui est par moments convoitée par ses voisins, etc. Et donc ça, c'est vraiment très humain, c'est très ancré. Et du coup,
en le lisant, il y a quelque chose de profondément intéressant. Euh, je dirais les textes bibliques, voilà, c'est une réponse avec des textes de loi, qui régissent les relations avec les étrangers, avec des figures aussi. Il y a beaucoup de figures bibliques, des figures de l'étranger qu'on traverse d'ailleurs dans notre cours. Et on constate, en écho aux précédentes questions sur la complexité, etc., que ce n'est pas toujours des figures complètement monolithiques. Elles ne sont pas en soi bonnes ou mauvaises, elles nous enseignent des tas de choses, elles sont véritablement humaines. Donc ça, je crois que c'est d'abord vraiment une première richesse de la Bible. La deuxième, c'est quand même qu'elle nous renseigne sur cette histoire, mais aussi comment Dieu habite cette histoire avec son peuple. Comment il se rend présent dans les événements. Et quelque part, ça ouvre à une autre dimension qui, là, est plus spirituelle, mais qui est celle du chemin vers Dieu, au fond. Et du chemin vers la Jérusalem céleste. On pourrait dire que la vie spirituelle, c'est un chemin de migration, en un sens. C'est un mouvement, ça nous façonne, ça façonne notre identité, ça nous déplace. Voilà, moi je suis assez touché par cette phrase de Dieu à Abraham, « Va vers le pays que je te montrerai ». C'est pas le pays que je te montre maintenant, c'est le pays que je te montrerai, mets-toi en chemin. Ça, si c'est pas lié à la migration, pour le père des croyants, je sais pas ce que c'est, voilà. Et donc, traverser la Bible, réfléchir à ces textes, les discuter ensemble, les lire, etc., c'est extrêmement instructif pour nous aujourd'hui sur la question migratoire. Et puis, je dirais, sur la doctrine sociale de l'Église, là aussi, ça offre des clés vraiment intéressantes parce que c'est des outils très ancrés dans notre vie concrète, qui nous permettent d'avoir des repères, des boussoles. Ça ne sera jamais une réponse toute faite, mais voilà, ce qu'on essaye de travailler, c'est d'une part faire un parcours sur la construction progressive de la pensée sociale de l'Église depuis Popularum Progressio au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Comment cette pensée s'est structurée, contextualisée à chaque fois dans son époque. Elle n'est pas suspendue en l'air, mais on voit bien que les réponses que l'Église apporte à la question migratoire, elles sont aussi façonnées par des contextes. Et ça, c'est très éclairant à travailler. C'est un chemin aussi. Et puis, il y a des principes fondamentaux qui nous éclairent. Et ceux-là, ils sont à mon sens essentiels aujourd'hui dans une réflexion sur la migration. La question de la dignité humaine, la question de la solidarité, la question du bien commun, la question de l'option préférentielle pour les pauvres, c'est vraiment des boussoles qui peuvent nous aider à réfléchir, à approcher des solutions possibles. Voilà. Et donc, ce dialogue Bible, doctrine sociale de l'Église, cette traversée des textes, cette traversée des paroles des papes, de la pensée de l'Église, en fait, c'est pour moi une source très très riche de compréhension d'un phénomène historique de l'humanité et qui a une vraie dimension spirituelle. Mais je dois l'avouer, par exemple, lorsque vous mentionnez Abraham, à qui Dieu dit va dans le pays que je te montrerai, pas dans celui que je te montre, on peut aussi se dire, effectivement, dans le pays que je te montrerai, il pourrait y avoir différentes destinations tout au long du parcours. Je pense qu'il y a effectivement une très grande richesse dans la tradition biblique ou chrétienne, non seulement, ou religieuse, tout court. C'est ce qui a pu faire dire à Jean-Marie Carrière dans un très beau petit fascicule que je vous recommande, l'exil, l'ADN de la Bible. Voilà, et c'est aussi un très beau parcours sur voilà, ces différentes figures de la Bible, de l'exil, et une réflexion tout à fait actualisée au regard de nos grands enjeux contemporains. Je crois que c'est très éclairant, et en particulier quand on est animé par la foi, de mettre ça en regard de la réalité et d'éclairer l'un par l'autre. Il me semble que voilà, la question migratoire, elle appelle à la fois des sujets extrêmement émotionnels, des sujets intellectuels de réflexion, et que notre foi, elle peut être ce qui relie à la fois les émotions, la raison, voilà, unifier tout ça pour trouver des solutions. Alors pensez-vous, c'est la dernière question que je vous poserai, que le JRS puisse constituer une sorte de terrain d'apprentissage ou cas d'école? Je me pose la question parce que j'étais surpris, hein, je dois reconnaître. J'imaginais pas, par exemple, que dans les équipes du JRS France, il y avait, j'ai parlé de la tradition chrétienne, mais vous avez dit, et ça je m'en doutais,
qu'il y a parmi les personnes que vous accueillez des personnes qui ne partagent pas nécessairement la foi chrétienne. D'autres sont des athées, d'autres sont des chrétiennes, évidemment. Mais même parmi les équipes du JRS, tout le monde n'est pas nécessairement chrétien. Donc, il y a une très grande diversité. Et ça fait quelque chose, peut-être est-ce un cas d'école, disons, d'hospitalité, une possibilité réelle fondée sur l'hospitalité, la diversité culturelle. Pensez-vous en fait que le JRS puisse constituer, du moins à partir de votre expérience? Alors, je crois que très modestement et humblement, JRS est un lieu tout à fait singulier où se découvre cette expérience de l'hospitalité et de la rencontre. C'est vraiment à JRS France ce qui est premier, l'hospitalité et la rencontre. Voilà, dans nos actions, ouvrir sa porte, oser ouvrir sa porte à l'étranger, l'accueillir chez soi, accepter de faire du chemin avec lui et se laisser transformer par cette expérience. Évidemment que c'est très concrètement ce que vivent les personnes à JRS. Euh, voilà, et je crois là encore, sans faire trop d'allégorie, mais que de l'accueil à la rencontre, de la rencontre à la relation, il y a un parcours, il y a un chemin. Voilà. Et ce chemin, il provoque, et ça c'est vraiment le fruit des témoignages que je reçois et de ce que je vois et que les autres acteurs de JRS voient, ça provoque à la fois une transformation individuelle et une transformation collective. La transformation individuelle, c'est voilà, ce témoignage de bien des personnes, où qu'elles soient situées, accueillies comme accueillants, comme accompagnateurs, voilà, de dire, en fond, l'hospitalité, quelle aventure. Voilà. Une expérience dont les gens peuvent dire, elle a changé ma vie. Ou moi, je peux dire à titre personnel que c'est une expérience qui a changé ma vie. Ça m'a conduit à changer de métier, à m'engager dans le JRS, à avancer. Donc c'est très transformateur. Je dirais c'est aussi une transformation collective. Et ça, c'est très intéressant sur le plan de la société aujourd'hui. On s'aperçoit que vivre cette aventure d'hospitalité ensemble et à plusieurs, dans une antenne locale de JRS, quand des personnes situées très différemment, venues de milieux sociaux différents, etc., décident ensemble d'agir pour accueillir une personne exilée, en fait, ça crée des liens entre elles qui sont extrêmement puissants et profonds. C'est un peu ce que l'illustration de ce que le pape François dans Fratelli Tutti appelle l'amitié sociale. Oui. Voilà. Des personnes qui se réunissent et qui veulent construire ensemble quelque chose en vue du bien commun. Et ben en fait, ça tisse des relations qui structurent la cohésion sociale et la société. Et d'une certaine manière, ça me permet de dire aujourd'hui que l'accueil de l'étranger crée de la cohésion sociale entre les personnes de JRS et plus largement de leurs entourages et nous aide à faire société. Ça, peut-être, c'est le premier point que je voudrais souligner. Euh, mais en même temps que je dis ça, il faut être lucide. L'accueil, la différence culturelle, de nationalité, d'âge, de métier, d'origine sociale, de religion, etc., ça frotte. C'est pas si simple. C'est compliqué. Il peut y avoir des sources de malentendus. Il peut y avoir voilà, une manière de regarder l'autre qui n'est pas ajustée. On a le droit d'être différent. C'est pas toujours facile et c'est très utile de le reconnaître. Et donc à JRS, on a fait tout un travail sur la question de la diversité culturelle. On en a fait un livre qui s'appelle Le pari de l'interculturalité, dans lequel on essaye de nommer ces difficultés de cohabitation à partir de l'expérience très concrète d'habiter ensemble, différents sous un même toit, de rencontrer l'autre avec ses habitudes qui ne sont pas les miennes, etc., de cultures différentes. Et on a essayé de proposer à partir de cette expérience de travail collectif où on a écouté les uns les autres, une démarche d'intelligence interculturelle. Voilà, on l'a décliné en différents stades, la nécessité de prendre du recul, la nécessité de se questionner, et puis ce qu'on a appelé le temps de la prise en compte des différences et de la négociation interculturelle pour se rapprocher les uns des autres. On constate que c'est passionnant et que ça marche. Ça aussi, on l'abordera dans le cours des facultés Loyola. On aura la chance d'accueillir pour ça une des autrices de cet ouvrage, Blandine Le Bourgeois. Je m'en réjouis beaucoup. Voilà sur ce sujet. Et j'ajouterais un témoignage que j'ai reçu récemment qui m'a beaucoup touché. Avec plaisir. Qui est celui d'une mère de famille qui a accueilli avec JRS, qui me racontait, avec son mari et ses enfants, et elle me racontait qu'un jour, elle avait reçu, quelques mois ou quelques années après l'accueil d'une personne exilée, un petit mot de cette personne, la remerciant, lui disant vous avez, quelque part, vous m'avez aidé à reconstruire ma vie, vous m'avez accueilli, vous m'avez redonné confiance en moi, confiance dans l'humanité.
quelque part, vous m'avez redonné vie. Donc ça, en soi, ce témoignage est très puissant, mais ce qui me touche le plus, c'est ce qu'elle a ajouté après. Elle lui a répondu. Au fond, moi, je vous remercie aussi parce que par cet accueil, vous avez contribué à... Vous m'avez aidé à éduquer mes enfants. Intéressant. Et la façon dont elle disait ça, c'est voilà, avec mon mari, on est animé de convictions, de valeurs, de notre foi aussi. Mais c'est pas évident à transmettre à des adolescents tout ça. Et ce qui nous a permis de réconcilier nos valeurs, notre foi et notre manière de les transmettre, c'était de faire quelque chose avec nos enfants, d'accueillir cette personne. Et elle lui a répondu, voilà, en étant présent un mois chez nous, vous nous avez aidés à réconcilier ça, à le transmettre à nos enfants. Et leur choix aujourd'hui d'études, de choix professionnels, etc., reflète cette période que nous avons vécue ensemble. Pour moi, c'est le meilleur témoignage, ou un très beau témoignage, de ce que l'hospitalité, vécue de cette manière-là, réciproque, entre une famille d'accueil et une personne exilée, peut permettre et peut donner comme fruit. Et puis je dirais, enfin, ça c'est très personnel, quand je vois la joie que ça procure, au milieu des difficultés de vie, de souffrance des personnes, de ce qu'elles traversent, quand je vois la joie qui jaillit, qui surgit au cœur du réseau, bah pour moi, c'est un fruit, c'est un signe aussi, c'est un encouragement, mais c'est aussi très confirmatoire. Voilà, de ce que ce chemin d'hospitalité, fragile, délicat, bah c'est le bon chemin. Voilà, c'est notre travail d'hommes et de femmes pour vivre ensemble différents. Oui. Je confirme que ce témoignage est très beau parce que les visions simplificatrices dont vous avez fait mention, je n'en suis pas exempt. Moi aussi, j'ai peut-être ces visions Moi non plus, je vous simplificatrices. rassure. Ah, C'est un heureusement. travail de tous les jours. Voilà, c'est gentil de le rappeler. Parce que j'imaginais pas que l'hospitalité pouvait, disons, conduire des parents à peut-être recadrer, si je peux le dire, l'éducation de leurs enfants ou à leur transmettre de nouvelles valeurs. J'imaginais juste de manière très simple, on accueille quelqu'un, on l'aide en griffe et puis il refait sa vie. J'imaginais pas l'impact que cela pouvait avoir, disons, sur l'éducation et j'imagine aussi sur pas mal d'autres aspects de la vie de personnes, aussi bien des personnes accueillies que des personnes qui accueillent. Je crois que c'est aussi un des enjeux de la relecture quand on accueille, qu'on vit cette hospitalité, de pouvoir prendre un pas de côté et de voir les fruits que ça produit. Mhm. Et voilà, pour moi, c'est très éclairant, ce témoignage. Et il y en a mille autres, mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit garder aujourd'hui, ce témoignage, cette parole un peu différente, ce récit différent qui résonne et qui fait droit à la complexité là aussi, parce que cet accueil, il n'a certainement pas été simple à tout moment, tous les jours, etc. Même si beaucoup disent, bah, au fond, on s'en faisait une montagne, mais accueillir, ouvrir sa porte, ça peut être très simple, oui. Et parfois, voilà, il y a ces malentendus, ces complexités, etc. Mais traversé et relu, le fruit est vraiment le chemin vers lequel, je crois, on peut aller pour construire cette société diverse, ouverte, et qui n'est pas naïve. C'est un chemin de grande humilité. Et je crois le cours qu'on essaye de donner avec Grégoire, c'est aussi d'ouvrir le dialogue, d'écouter les uns les autres là où ils sont situés pour essayer de faire un bout de chemin ensemble, de progresser voilà, sur ce chemin de l'accueil de l'autre et de la question migratoire. En tout cas, Guillaume Rossignol, directeur du service jésuite des réfugiés France, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir fait découvrir toutes ces facettes, ces réflexions croisées sur la migration. Je dis bien découvrir, c'est un avant-goût peut-être, parce que le cours, ils ont marché jusqu'à nous. Réflexions croisées sur la migration que vous dispenserez ici avec Grégoire Kata du 12 mars au 16 avril. Je suppose qu'il sera beaucoup plus riche. Merci en tout cas d'avoir accepté. J'espère que vous serez de nouveau parmi nous un jour. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast.
Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.